le bal des tonneaux vides et des has-been. Les tonneaux vides, c'est ceux qui parlent beaucoup pour ne rien dire. C'est comme des barriques vides. Tu entends, mais quand tu regardes dedans, il n'y a rien dedans. Les has-been, ce sont les parvenus. Ça veut dire les vauriens qui se cachent pour essayer de toujours profiter des autres. C'est eux là qui font du bruit en Côte d'Ivoire. C'est d'eux on va parler. Les tonneaux vides là, il y a Simone et Yves Gbagbo dedans. Les tonneaux vides là, il y a Tidjam Thiam dedans. Les tonneaux vides là, il y a Laurent Gbagbo dedans. Les tonneaux vides là, il y a Blé Goudé dedans. Les tonneaux vides là, il y a Soro Guillaume dedans. Les tonneaux vides là, il y a eux tous dedans là-bas. Quand Gbagbo va venir là, Ouattara va fuir le pouvoir. Quand Gbagbo va venir là, le 6 va devenir 9. Mais Ouattara est au pouvoir. Tellement vous ne valez rien, vous cherchez à faire tontine, association, appel de Benoît. Mais si tu étais fort là, pourquoi tu n'es pas venu l'enlever? Bon, on n'a qu'à laisser ça. Dans exactement 14 mois là, on va aller aux élections pour aller voter président. Si c'est une information pour toi là, je te dis ça en même temps. Dans 14 mois, on va aller voter nouveau président. Tous les partis sérieux là sont en train de s'apprêter. Mais il y a des partis, supposément, disent-ils appartenir à une certaine société civile, qui ont fait le choix de se mettre ensemble, de se coaliser, pour nous, dit-on, réclamer des conditions pour une élection transparente et faire barrage au RHDP. Quand moi j'ai appris ça, et donc vous n'êtes plus fort, donc Laurent Gbagbo n'est plus fort. C'est là que le 12 juin 2024, 4 partis d'opposition et une plateforme de la société civile ont mis sur pied une coalition baptisée Rassemblement pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Moins d'un mois plus tard, précisément le 9 août 2024, une autre coalition de 11 partis politiques et 2 organisations de la société civile ont vu le jour au siège du PDCI pour les mêmes objectifs. Obtenir des conditions d'élections transparentes et faire barrage au RHDP. Dans le jeu démocratique, cela est de bon augure parce que la création de ces coalitions est un indicateur de la vitalité de la démocratie dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Si on était dans un pays sérieux, où on avait des opposants qui avaient de véritables idées pour aider les Ivoiriens, des opposants qui avaient un bilan qu'ils pouvaient défendre, ou bien des opposants qui étaient responsables pour reconnaître qu'ils ont fait du tort aux Ivoiriens, on peut dire vraiment, ils se sont ressaisis et ils sont en train de montrer qu'ils vont travailler pour les Ivoiriens. Et on a vu que ces opposants-là, à commencer par Tidjam Thiam, qui dit que Félix Houphouët-Boigny est son grand-père, mais eux-mêmes ils s'associent pour écrire des notes à Ibrahim Kaka pour insulter le grand-père de Tidjam Thiam, Félix Houphouët-Boigny. Et le PDCI est incapable de produire un communiqué. Ce sont ces partis comme ça là, qui se sont mis ensemble. Et ils pensent qu'ils vont tromper les gens en disant qu'il y a 1500 partis qui se sont ajoutés à eux. Alors que c'est les mêmes gens. Comme nous, là, ça va nous vendre, nous disons, tiens, 1000 francs, il faut aller créer un parti. Il faut crier 2 fois. C'est tout cela qui constitue les tonneaux vides. Et donc pour eux, en faisant de telles associations, le hic dans l'affaire, c'est l'envergure que ces organisations et le profil des hommes et des femmes qui les animent. D'abord, sans le savoir, la première chose qui les trahit, ce sont les personnes comme les Pulchérik Balé, comme les Daniel Boni Claveri, comme bien d'autres personnes que vous connaissez, qui ne sont pas de personnes dotées de moralité assez positive. Quand vous les retrouvez, vous vous dites, mais on est dans quoi là? On retrouve que ce sont tous des tonneaux vides. Ce sont des bras cassés. Ce sont des incapables. Ou bien c'est des gens, des parvenus, des has-been, qui veulent se donner de la contenance pour exister politiquement. Sinon, au fond, eux-mêmes là, ils ne valent rien. Ils ne sont rien parce qu'ils n'ont jamais été quoi que ce soit. Parmi ces partis politiques d'has-been et de tonneaux vides et autres organisations supposées appartenir à une soi-disant société civile, en réalité, à part le PDCI à un degré moindre et le PPACI qui a un maire en Côte d'Ivoire, tout le reste des partis là, c'est zéro. Dans ce conglomérat, il y a même des partis
qui se limite à la seule personne de celui ou de celle qui en assure la présidence. Quand on demande qui est ton secrétaire, il n'y en a pas. Quand on demande où est ton siège, il n'y en a pas. Quand on demande quelle est votre aspiration politique, ils ne connaissent pas. Il y a d'autres encore dont le seul objectif, en rejoignant cette coalition, est de faire du bruit pour rappeler qu'ils ont existé dans ce pays. Il y a des gens, eux, ils sont en manque de visibilité. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour exister. Donc, eux, là, ils disent, comme c'est comme ça là-haut, on va s'ajouter à vous. Là, comme ça, si on fait du bruit, qu'on gagne quelques miettes à manger là, peut-être que vous allez avoir pitié de nous pour nous donner aussi. Comme on était là avant, on n'a rien gagné là. Donc, on va venir encore pour essayer, peut-être que ça va marcher. Au regard de l'envergure de ces organisations et des profils de ceux qui les incarnent, quel crédit et quel sérieux peut-on accorder à cette coalition? Si ce n'est une escroquerie politique, ce n'est pas loin d'en être. Chers Ivoiriens, c'est simplement de l'escroquerie morale et politique. Ce sont les mêmes partis là. On les prend, on dit, bon, toi, il faut dire que tu es un parti. Toi, il faut dire que tu es un parti. Comme on avait vu le RHDP là, ils se sont mis ensemble et puis ils ont gagné là. Mais c'est que le RHDP avait mis des partis sérieux, le PDCI, le RDR, le MFA et bien d'autres. C'était des partis qui étaient représentatifs. Contrairement au RHDP, vous choisissez vos propres militants. Vous leur dites, bon, toi, tu es le président de tel parti. Toi, tu es la présidente de tel parti. Et vous vous dites, comment on a pu réunir 100 personnes comme ça, ça fait 100 partis. Donc là, nous, on est majoritaire. On peut se blaguer soi-même comme ça. Mais bon, on sait que vous n'êtes pas crédible. On sait que vous n'êtes pas sérieux. On sait que votre champ, là où prospérez le mieux, c'est l'escroquerie politique. Donc nous, ça ne nous intéresse pas. Au-delà même de la contenance de ces partis, l'analyse des objectifs qu'ils poursuivent achève de convaincre ces organisations baignent dans le déni permanent et dans l'irresponsabilité politique. Maintenant, ces partis que vous voyez là, ils n'ont qu'une seule chanson à la bouche. Faire barrage au RHDP. On va chasser le président Ouattara. On va chasser le RHDP du pouvoir. Voilà leur programme de campagne. Mais c'est irresponsable. Parce qu'on ne peut pas mettre un tel groupement ensemble, dire que non, vous n'avez pas pensé et réfléchi à ce que vous allez faire pour les Ivoiriens. C'est totalement irresponsable et c'est un déni de la réalité. Et vous pensez que ça va mordre, les Ivoiriens vont croire en ça. Non. Dans un pays en paix, dont les institutions fonctionnent normalement, comment peut-on se regrouper pour réclamer la mise sur pied d'un mécanisme électoral qui relève des pays en crise? Actuellement, là, il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de difficultés. La Côte d'Ivoire n'est pas sous tutelle. Eux disent, il faut qu'on traite la Côte d'Ivoire comme un pays qui est sous tutelle pour que eux puissent placer leurs parents pour qu'on leur fasse gagner l'élection. Parce qu'eux ne peuvent pas aller à une élection correcte, bilan contre bilan. Eux ne veulent pas aller à une élection argument contre argument. Ils ont peur de ça. Eux, ils n'ont pas envie qu'on fasse la gestion de leur pouvoir et qu'on leur rappelle ce qu'ils ont été. Eux, ils ne veulent pas entendre parler de leur passé. Donc, ce qu'eux veulent là, comme des gros enfants incapables, il faut que le RHDP même se fasse suicide, décide. Président de la CEI, Laurent Gbagbo. Proclamateur des résultats de la CEI, Charles Blé Goudé. Celle qui va compiler les résultats par région, Simone Eve Gbagbo. Celui qui va surveiller les bureaux de vote, Soro Guillaume. Celui qui va s'occuper de donner à manger à ceux qui sont dans les bureaux de vote, Tidiane Thiam. Là, quand c'est comme ça, là. Celui qui va être à la RTI pour faire diviser l'information, là. Ça sera Paul Dokui. Même s'il est mort, là, on va le réveiller. Parce qu'on sent qu'il a une bonne dose de haine. Il pourra faire le travail. Et celui qui va lire le discours final s'appelle Afinguesson. Là, comme ça, eux vont aller aux élections. Sinon, là, tant que ce n'est pas cette liste qui vient de sortir, là, eux n'iront jamais aux élections. Pourquoi eux vont aller se faire humilier? Pourquoi eux vont aller, quand on va présenter les bilans, eux n'auront rien à dire? Donc, pour que tout ça, on n'en arrive pas à tout ça là, il faut faire un coup d'état pour enlever le RHDP.
Voilà leur vrai complot. Comment peut-on exiger d'avoir des représentants au sein d'une institution comme la CEI alors que le parti politique en question ne se limite qu'à la seule personne de celui qui en est le président? On dit bon, même si vous avez créé votre coalition là-haut, nous on n'est pas beaucoup intelligents, hein, mais ce qu'on voit là, on connaît. Le parti de Daniel Boni-Claverie, il y a combien de personnes dedans? Vous dites que vous voulez que tous ces 1000 partis là soient dans la CEI. On a compris. Bon, il y a combien de personnes dans le parti de Boni-Claverie? Ah, elle est seule d'elle. Donc, elle va être en même temps la personne qui sera dans la CEI. Et puis, on fait comment? Hey, votre vrai problème, attends, je vais vous dire. Votre vrai problème là, vous êtes minoritaire. Vous êtes dépassé par les événements. Vous n'avez pas un bilan politique. Et vous ne voulez pas écrire un programme de campagne. Parce que vous ne voulez pas que les Ivoiriens vous jugent au mot. Au lieu de crier pour accuser la CEI, vous êtes minoritaire. Allez chercher des militants. Allez au nord là-bas pour aller chercher des militants. Comme de la manière, le ministre de la Défense était à Mans le samedi 17 août là. Pour aller installer les comités là. Allez aussi dans les régions hostiles là et puis installer des bases. C'est comme ça que vous allez avoir des militants. C'est pas en criant. Vous êtes des chiens enragés sans dents. Vous n'inquiétez personne. Au moment où vous pouvez nous inquiéter là, c'est au moment où Gbagbo était au pouvoir. Mais Gbagbo là, on l'a accueilli comme un fruit pourri. On l'a jeté en prison. Et après, on l'a ramené. Et puis il n'est rien dans le pays là. Et son nom ne sera pas sur la liste. Et puis, aucun pays ne brûlera. Mais on va couper vos cœurs si vous tentez de faire quoi que ce soit. Voilà la triste vérité que moi je vous dis. Si vous voulez là, c'est vous qui dormez puis vous rêvez Alassane Ouattara est mort. Mais moi je peux rêver pour vous donner en temps réel ce qui va vous arriver. En 2025 là, si vous pensez que ça sera comme 2020 là, vous vous trompez. Peuple qui va sortir contre vous là, vous allez dire si on savait, on n'allait jamais s'amuser à ce jeu là. Peuple qui va sortir contre vous là, vous-même vous allez dire, hein? Donc le peuple était en tas contre nous et nous on s'amusait. Continuez. Comment une coalition peut-elle se donner pour programme de société de faire barrage dans des salons feutrés à une redoutable machine politique comme le RHDP? Vous vous asseyez dans des salles que vous louez à 15 000, il faut qu'on se mette ensemble. Vous êtes combien? Vous n'êtes pas beaucoup. À l'image de tout ce groupement-là, vous ne représentez rien. Le RHDP aujourd'hui est représentatif de toute la Côte d'Ivoire, de par le travail exercé par le docteur président Ouattara. Le travail qu'il a fait là, chaque village le ressent. Et donc quand vous partez créer une coalition de tonneaux vides et de parvenus, on se demande bien à quoi est-ce que vous vous attendez. Hé, ne vous blaguez pas. Ne vous leurrez pas. Un homme là, tout le monde peut te blaguer, mais toi-même là, il ne faut pas te blaguer. Ce qui est en train de se passer là, il y a un film ici, on appelle ça déjà vu. Les Anglais disent déjà vu. C'est du déjà vu. Ça là, nous on a déjà vu ça. Mais on va vous croquer mal quand vous allez vouloir reprendre. Et ce qui est intéressant là, tous vos chefs sont en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci là, ça sera un propre et un sharp. Face à l'organisation et à l'implantation du RHDP, et surtout devant le bilan du président Dr Alassane Ouattara, tous les partis réunis dans ces coalitions savent que, quel que soit le cas de figure et le schéma qu'ils mettront sur pied, ils ne pourront pas battre le RHDP qui sera et restera au pouvoir en 2025. La seule manière pour eux d'exister, c'est d'agiter le chiffon rouge d'une crise électorale à venir et espérer l'ouverture d'un dialogue au terme duquel ils obtiendront quelques strapotins, soit des petits postes dans des structures ou des institutions de la République,
ou une cagnotte qui leur permettra de faire une campagne. Mais nous là, de la même manière que vous avez voulu faire commerce sénégalais pour avoir 2 milliards dans les obsèques de Bédier là. Ah, il y a funérailles, oh. Si vous ne donnez pas l'argent là, on va... Hey, on dit on ne donne pas 2 milliards, on va vous donner 100 millions. Et puis les 100 millions là, on ne vous donne pas directement, on partage et puis on remet à chacun pour lui. Ça les a fait mal. On va chanter une chanson. Mal. Ça me fait mal. Mal, mal, à chaque adjan. Ah, je n'ai pas obtenu mes 2 milliards. Que faire? Je ne sais pas. Ah, ça me fait mal. C'est la chanson que chaque adjan chantait. Tellement le président a fait 20 mois. C'est la même chose que vous voulez faire. Non, vous voyez, non. C'est moi je vous parle là. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas d'argent. Donc c'est qu'on va faire là. On va dire il y a 1000 partis qui existent. 1000 partis. 1000 partis. Po. Yeah. On est beaucoup là. On est beaucoup. Yeah. 1000 partis. Non. Non, c'est fini pour le RHDP. Donc maintenant là, nous on sait que c'est fort. Mais on a qu'à faire beaucoup de bruit. Donc les gars, gâtez le coin. 1200 mégawatts de bruit. Témistock. On va gâter le coin. Awilo. Quand vous allez finir de faire Awilo là, votre Awilo. Awilo Longomba. Tchoukou. Quand vous allez finir de faire votre Awilo tchoukou là, vous allez venir nous trouver devant vous. À côté de vous. On va vous dire, vous avez fini. Ils disent, on a fini. On dit, bon, tout bruit que vous avez fait là, on n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Maintenant là, vous avez fait tout ça là, pourquoi? Ah, vrai, on a fait ça parce qu'on veut un peu à manger, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu de strapotin, c'est-à-dire un peu de quelque chose là, un peu de gombo pour glisser dans la gorge? Bon, non. Moi, je veux un petit poste. Même si je gagne chef d'institution, ça m'arrange. Bon, moi, je veux un dialogue. Dans le dialogue, là, je vais avoir un peu d'argent. Moi, je m'appelle Chaka Diaon. Je dois payer 137 millions à une petite go, là. Celle qui me massait avant, là. Donc, je veux que vous me donnez un peu. Je vais régler ça rapidement avant les élections. Bon, moi... Afiba, moi je veux qu'on me donne une petite institution. C'est pourquoi j'étais allé avec vous là, mais comme vous n'avez rien fait là, donc, vrai là, moi, c'est ce qui a fait que je suis venu m'ajouter à eux pour faire du bruit. Bon, et toi? Bon, vous savez, moi, Koudou, moi, même si vous me donnez une petite, c'est déjà bon, hein? Avec cuisse de poulet, K-U-S, avec cuisse de poulet, mon problème, il est réglé, hein? Surtout que déjà, même là, je viens de faire un mariage, mais vous savez que dans mes habitudes, là, je ne peux pas, ça ne se repose pas chez moi. Il faut que ça trempe toujours dans la sauce piment. Il faut que ça soit dans le ketchup. Et donc, même si je gagne quelque chose à tremper là, et je vous le dis, hein, quand j'étais au pouvoir, il faut que je vous le rappelle, les petites, quand elles venaient me voir dans mon bureau, quand je les prenais, je leur disais, mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui là, vous allez crier Wallahi. C'est ceux-là qui sont les politiciens ivoiriens. Il y a une même là, elle on l'appelle Karaba. Elle dit, moi je veux seulement une institution parce que ça fait longtemps. Moi tout le monde a peur de moi. Donc là, si on me met dans une institution, au moins comme ça, les gens pourront me voir et puis je vais passer un peu à la télévision. Elle, c'est une femme là, elle, sa spécialité c'est taper tambour. Quand ils vont faire bruit là, elle est dramologue. Elle va taper les tambours. Femme musclée. On dit donc, c'est pour tout ça là. Vous avez fait tout ce bruit là. C'est pour tout ça là. Le fils maudit Blé Goudé dit aujourd'hui que lui il est prêt à pardonner à son père pour le rejoindre. Pour devenir le couple maléfique de 2010. Ah oui, hier Blé Goudé l'a dit. Il dit lui pardonne à son père Babo. Tant que c'est pour faire du mal aux Ivoiriens là, lui il aura toujours une place dans son cœur pour pardonner à Babo. Ils vont se mettre ensemble comme
Bonnie and Clyde, le couple maléfique, pour éventrer les Ivoiriens. Mais on dit, quand vous avez fait tout ça là, donc pour Karaba, c'était pour avoir un peu de poste. Pour toi, Koudou, c'était pour avoir fesses. Pour toi, Afiba, c'était pour avoir un petit poste de planton. Pour toi, Gorgui, Chakadjan, c'était pour avoir un peu d'argent pour payer Elena Ionescu. Donc c'est tout. Ils disent Donc on s'est arrêté, on les a regardés, on dit, hey. Donc la Côte d'Ivoire vient de loin d'eux. Hey. Donc c'est pour tout ça là, vous avez fait ça. Et puis on entend dans le bruit un parmi eux là-bas qui dit, ah ouais, si vous ne faites pas ça là, vous connaissez 2010, oh, vous connaissez 2020. Oh. On dit, il y a quoi 2010 et puis 2020? Et là, vous avez compris. Vous connaissez. Vous connaissez. On dit, nous, on connaît quoi? Il dit, vous connaissez. Nous, on connaît quoi? Il dit, vous connaissez. Nous aussi, on a répondu que nous ne connaissons pas. Nous aussi, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas crise de 2010. Nous ne connaissons pas CNT 2020. Il dit, vous connaissez. On est comme c'est comme ça, là. Venez refaire. On vous connaît. On vous connaît. C'est vous les sorciers d'Abani. Je suis un bon chanteur. Hein. Seulement, c'est les droits d'auteur là qui font que je n'aime pas trop chanter. Parce que quand je chante là, c'est comme Lokwa Kanza. Vous connaissez ma voix. Quand je chante là, les gens tombent en transe. Souvent, même, là, on me soulève en l'air comme ça, et puis on me comme Ekon Abidjan. Et puis, quand on me fait monter en haut comme ça, là, je me laisse dans les mains des gens. On me dit, éclaireur, 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 éclaireur. C'est là maintenant, là, j'ai été inspiré par Patience Dabani. J'ai dit, on vous connaît dans vos Congos, ça. Je vous connais, mais vous n'allez pas regretter. Dans la chanson, là, il y a une partie qu'elle n'avait pas rendue officielle. C'est ça, maintenant, je vous chante. Mais, on vous connaît. Mais en 2025, on va couper vos queues. C'est la partie qui a manqué. Et en plus de ça, on va vous transporter en bar à verre. Ils disent quoi? C'est là, ils disent non, non, non. Bar à verre, là. Ça, c'était l'ancien emblème. Ça, c'était... On a remis ça au goût du jour. Chaque quartier aura pour lui. On a déjà apprêté ça. À Bobo, là, ça sera bleu. Yopougon, là, eux disent que eux sont des conservateurs, que eux aiment vert. Parce qu'ils sont en contact avec la nature, le banco. Ils aiment vert. On dit, bon, vous gardez votre couleur. Abidjan Sud, la poêle, là, ça sera jaune. On va être très démocratique. Chacun choisira sa couleur. On dit, on vous attend. Toute chanson que vous avez eu à écrire, là, c'est nous, on va signer le label, là, pour vendre. Donc, quand vous sortez à chaque élection pour faire du bruit dans les médias, pour qu'on vous donne des petits postes, cette dynamique-là, si c'est pour ça que vous avez créé votre coalition de lamentables, de pieds nickelés, d'individus au rabais, d'individus sans projet de vie et de personnes sans valeur, là, on vous regarde dedans. Comme c'est vous seuls, vos moments en coucher enfant en Côte d'Ivoire. Comme c'est vous seuls qui connaissez bonheur, là. C'est vous qui connaissez le goût de bonheur, là. On va vous passer du sauce gnagna par les narines cette fois-ci. Votre escroquerie en bande organisée que vous avez organisée, pour appeler ça coalition, là, c'est une escroquerie en bande organisée. Quand on va vous attraper le 26 octobre 2025, même le mot, je suis étonné, sera étonné de lui-même. Mais on vous attend. Et vous allez voir de quoi le monde est fait. Mesdames et messieurs, nous saluons tous les habitants de Broma Côté. Nous saluons tous les gars du Sable. On salue tous les gars d'Abidjan Sud. On salue aussi tous les gars, les durs gars d'Abobo. Vous avez tous nos respects. Cette fois-ci là, ça sera un direct. Et cette fois-ci là, ça sera un sans frein. Ça sera un sans frein. Vous allez pédaler jusqu'à la gare. Et puis après, chacun va s'asseoir pour se dire, eh, si je savais. Mais si je savais, n'a pas de queue. Donc, je vais m'arrêter là. C'était la causerie du soir. Les gens qui ne sont pas contents là. Si vous êtes garçon, venez prendre la parole.
Frère. Bonsoir, chère mère. Comment allez-vous? Bien, et vous? Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux. D'accord, Dieu merci. Ok, donc on vous laisse la parole. D'accord, merci beaucoup de me laisser la parole. Je salue tout le monde, j'espère que vous allez bien. La coalition de l'opposition ivoirienne, qui sont-ils? Il y a le troisième du nom de Soro Guillaume. Lui, sa spécialité, c'est de tuer voilà, les personnes qui ont confiance à lui, qui lui donnent sa confiance et veulent travailler avec lui pour qu'il puisse progresser aussi. Et lui, c'est que lui, il réfléchit dans sa tête, c'est de mettre fin à la vie de ces personnes-là. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont été victimes de ce dernier-là. Et aussi, il ne brille que par préparer les coups d'État avec les pays ennemis de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire, pour venir attaquer les gens du Nord, qui sont, voilà, bien entendu, sa famille. Et ce dernier-là aussi a été incapable, a eu la chance d'arriver jusqu'à devenir le premier ministre de notre pays. Et ce qu'il voulait, par-dessus de ça, il voulait maintenant être le président de la République. Donc, il a tenté à mettre la chose fin à la vie de notre président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, en l'empoisonnant. Heureusement, grâce à Dieu, grâce à tout le monde, à la prière de tout le monde, il n'a pas pu arriver à ses fins. Et ce dernier-là, sachant qu'il était coincé, sachant que tout le monde était au courant de ses manigances, de sa mauvaise foi, il s'est levé de lui-même pour aller en exil, pour pouvoir bien manigancer à l'extérieur de notre pays, se mettre en coalition avec les ennemis de notre pays pour pouvoir frapper notre pays. Malheureusement, il a tenté plusieurs fois et cela a donné de la mort à pas mal de personnes. Et il continue toujours avec ces personnes-là. Et donc, cet individu du nom de Soro Guillaume est un maudit de la Côte d'Ivoire, un enfant que la Côte d'Ivoire a vomi. Voilà, un incapable, une personne sans dignité, une personne sans réflexion, une personne dénie de toute intelligence d'humain. Voilà, donc ce troisième est celui-là. Maintenant, il y a le deuxième du nom de Tidiane Thiam, alias Chaka Dian. Il est d'origine sénégalaise et il est d'origine franco-sénégalaise. Et ce dernier-là a eu la nationalité ivoirienne, et voilà, par pitié, par une chose, il a été adopté par Oufoué, et puis ses parents étaient adoptés par Oufoué, et donc c'est comme ça que ce dernier-là a eu en plus la nationalité ivoirienne. Mais voilà, donc ce dernier-là se permet de venir vouloir venir se présenter en tant que candidat à l'élection de la Côte d'Ivoire avec la manigance de la partie de choses politiques du PDCI. Voilà, cette parti politique est reconnu pour ses manigances, pour la manipulation, pour la falsification de la nationalité ivoirienne en transformant les étrangers en Ivoiriens. Voilà, donc ce dernier-là a été à cette place-là dans ce sens-là. Et ce dernier traîne derrière lui plusieurs casseroles et plusieurs cadavres dans ces différentes placards. Et voilà, donc il est reconnu pour être une personne, une personne sans personnalité, une personne sans qualification, une personne avec, reconnue par tous les services du monde entier en tant qu'un voleur, un brigand, un braqueur, un kleptomane, un mythomane.
Voilà, plusieurs choses encore, pour ne citer que ceux-là. Voilà, donc ce monsieur est un fugitif. Il a fui tous les pays tous les pays qui ont eu le malheur de lui prêter, l'argent de leur pays, qu'il a soigneusement fait couler par son manque de professionnalisme, par son incapacité, par sa naïveté, par son incompétence, par ses magouilles, par son mafia, parce que ce dernier était ni plus ni moins qu'un mafieux, un brigand. Il ne fait que manigancer les choses dans l'ombre, en venant s'asseoir et montrant un autre visage en face de tout le monde. Ce dernier n'est ni plus ni moins que M. Tidjane Thiam, alias Chaka Dian, est le deuxième. Maintenant, allons-y maintenant au chef bandit. Voilà, le chef des chefs, le chef des criminels, le chef des assassins, le chef des voleurs, le chef des violeurs. Celui qu'on m'a appelé El Supremo. Voilà, le chef des chefs, le chef des brigands, le chef des cons, le chef des maudits, le chef des vieux, le plus racaille du monde, le chef des incapables, le chef des couillons, le chef des magouliens, le chef des étrangers, qui n'est ni plus ni moins que M. Abou Soumaré, alias Laurent Gbagbo. Lui, il a le mérite d'avoir la première place, car ce dernier n'a brillé que par la médiocrité, n'a brillé que par le dépouillement de notre pays, que par le viol des pauvres petites filles, que par en faisant couler notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, en mettant les Ivoiriens dans la faim, dans le mépris, dans le chaos, en foutant le nom des Ivoiriens dans choses plus bas que terre, en faisant de sorte à ce que les pays qui n'ont rien fait de bon dans les pays puissent se moquer de notre pays. Ce monsieur-là n'a brillé que par ça. Il n'a fait que s'aimer la haine dans notre pays. Il n'a fait que tuer les Ivoiriens. Il n'a fait que tuer les étrangers. Et en étant un maudit de la première classe, il est allé même à tuer la population, sa propre population, ses propres parents. Donc voilà pourquoi nous l'appelons Monsieur El Papo, le con, le salaud, le maudit du pays de l'AES. Il n'est ni plus ni moins que Monsieur alias Laurent Gbagbo, de vrai nom Abou Soumaré. 10 ans de règne, il n'a rien fait de bon, ce monsieur-là. 10 ans, rien de plus, rien de mieux. Tout ce qu'il a fait comme gloire dans notre pays, ça a été seulement que de chercher les petites filles. Ah oui, ça, il adorait. Il a fait que ça. Il a claqué notre argent en achetant les RAV4 à toutes les petites minettes de notre pays, en mentant sur le nom des gens du Nord, en les faisant passer pour les plus mauvais de ce pays, en les faisant passer pour les étrangers de ce pays, en faisant passer les étrangers pour les ennemis de la Côte d'Ivoire, pour que ces personnes, ces chiens de garde, ces assassins, ces voyous du nom de Blé Goudé, ainsi que plein d'autres, puissent tuer ces pauvres personnes-là, puissent jouir impunément de l'argent de notre pays, puissent amener notre pays dans le chaos, puissent transformer notre pays en Somalie. Voilà ce que ce monsieur-là a fait. Il n'a rien fait de bon. Et aujourd'hui, il vient se présenter encore en voulant devenir le candidat à l'élection 2025 de notre pays. Parce que ce monsieur est insatiable. Tous les milliards d'euros
de francs CFA qu'il a volé, qu'il a mangé, voilà, et toutes les personnes qu'il a tuées, ce monsieur trouve qu'il n'a pas assez fait. Donc il revient encore, voilà, et sans projet de, comment on appelle là, sans feuille de route. Lorsqu'on demande cela, c'est silence radio. Mais ils veulent s'attaquer aux dragons, aux choses, au monsieur, comment on appelle, le seul président africain du nom de monsieur l'excellence Alassane Dramane Ouattara, lui qui a brillé par son travail, par l'évolution, par tous les comment on appelle les mises en œuvre qu'il a mis pour faire développer notre pays, pour sa bravo d'avoir réuni tous les Ivoiriens choses dans notre pays, qui a fait choses comme on appelle évoluer l'image des Ivoiriens et ainsi que notre pays, qui fait que grâce à lui aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous marchons fièrement en disant que nous sommes les Ivoiriens, ce qui n'a pas été le cas dans le temps de ce monsieur Laurent Gbagbo. En son temps, on ne disait pas qu'on était Ivoirien, on disait le nom d'un autre pays, voilà, à cause de la honte, tellement que notre pays ne ressemblait à rien, tellement que les Ivoiriens n'étaient pas respectés, parce que ce monsieur n'est ni plus ni moins qu'un salaud. Et voilà, il n'a pas comment on appelle, d'image en tant qu'un président, il a l'image d'un voyou, car ce dernier a passé la moitié de sa vie en prison. Mais ce monsieur n'est ni plus ni moins qu'un délinquant comment on appelle là, de notre pays, ainsi que voilà, ainsi que un truand, une personne qui ne fait que s'aimer la haine entre les personnes pour pouvoir arriver à ses fins, car ce dernier n'est ni plus ni moins qu'un incapable, un vaurien, un salopard, un maudit, un con, voilà, et cela nous amène vers son pays qui n'est ni plus ni moins que le Mali. Bonsoir Soundiata le concurrent, comment allez-vous? Oui, bonsoir frère Claire, je vais bien chez vous. Dieu merci, tout va plus mieux. Ok. Donc on vous laisse la parole. Je vous remercie de me donner la parole. Et je vais aborder 3 sujets aujourd'hui. Le premier sujet, c'est la fermeté vis-à-vis de l'opposition. Le deuxième sujet, il s'agit de trouver un palliatif pour faciliter la circulation sur certaines routes qui sont prévues pour être réhabilitées dans les jours à venir. Et le troisième, c'est le visa avec le Maroc, plus précisément au départ d'Abidjan. Alors, l'opposition ivoirienne, nous voyons déjà ce que cette opposition veut faire. Donc, tout ce que nous suggérons, c'est la fermeté. Il faut être très ferme vis-à-vis de cette opposition. Plusieurs fois, nous avons eu à évoquer ce problème ici. Ce que nous ne voulons pas, c'est d'éviter des morts inutiles ou bien des destructions des biens en 2025. Nous n'en voulons pas du tout. Pour ce faire, il va falloir que nous-mêmes militants, nous comptions sur nos propres forces. Donc il va falloir commencer à organiser les militants dans toutes les localités du pays, de sorte que, en cas de problème, on arrive à faire face à la situation. En 2020, malheureusement, on a assisté à des situations où ces délinquants de l'opposition, ils ont coupé des arbres pour faire tomber, ça a tué des innocents, ils ont brûlé des biens, ils ont détruit des magasins et on n'a rien vu venir, c'était pas du tout intéressant. Donc maintenant, il va falloir commencer à organiser le parti. C'est très important de le faire. Donc sur le sujet, je ne veux vraiment pas rentrer en profondeur, mais nous disons que le RHDP gagnerait à organiser le parti pour faire face à tous ces éventuels problèmes.
l'éclaireur, les opposants, concernant les opposants, moi, qu'est-ce qu'il va dire? C'est comme une voiture qui vend une pièce détachée. Et c'est la même voiture. Parce que les pièces détachées, là, si on met ensemble, là, ça donne la même voiture. Donc, ceux-là, là, quels que soient les petits groupes qui sont en train de faire, là, nous tous, on sait que c'est 2020, version 2025. Donc moi, c'est ça seulement, nous on a déjà cerné ça. Donc s'ils veulent se diviser même en sous-petits morceaux, s'ils veulent se diviser en atomes, mais nous on sait que c'est les mêmes oppositions là. On connaît les manières de penser, on connaît leurs idéaux, on sait qu'ils ne vont pas changer, ils sont dans les mêmes manigances, ils sont dans les mêmes manipulations. Donc on les connaît au fait quoi. Donc quel que soit ce qu'ils vont faire là, nous on sait qui ils sont. Donc c'est le plus important. Et c'est ça, nous, en tant que militants RHDP, RDR, on doit rester zèle sur notre chemin. Parce que ceux-là ne vont jamais changer. Moi, c'est quand je vois des gens qui disent, non, lui, là, il est devenu pacifique. Lui, là, c'est du n'importe quoi. Voilà. Comme je dis là, le caractère de l'homme là, ça ne peut pas te laisser. Ton caractère, c'est ton caractère. Ton comportement, c'est ton comportement. Oui, oui, oui. Pourquoi les gens souvent se mettent en relation pensant qu'ils peuvent changer l'autre et puis après ça ne marche pas? C'est-à-dire que ton comportement, c'est que tu es là, c'est ce que tu es. Personne ne peut te changer. Donc cette position, elle est la même chose. C'est la même voiture ferraille là. Ils vont mettre en pièces détachées, mais c'est la même voiture là. Voilà. Donc nous tous, on sait ça. Donc, tout ce qu'on doit demander, c'est de rester zen. Et puis, comment on appelle ça? Les élections de 2025, là, ça a déjà commencé comme ça. Hein? Ça a déjà commencé comme ça. Et puis, tellement, ils sont en train d'accentuer. Donc, au fur et à mesure qu'ils vont aller, ils vont accentuer, nous aussi, on va accentuer nos positions. C'est tout. Voilà. Parce que moi, je trouve qu'on est fatigué de cette manière de faire la politique quand les gens disent la liberté d'expression. Liberté d'expression ne veut pas dire libertinage quand même. Liberté d'expression ne veut pas dire venir mettre la vie des gens en danger. Liberté d'expression ne veut pas dire qu'il faut semer la guerre dans le pays. Liberté d'expression ne veut pas dire que comme toi ça t'arrange pas, tout le monde doit être comme toi. Non. Il faut qu'on se dise la vérité. Et vraiment, on doit taper du sur ces gens-là pour qu'ils nous laissent tranquilles. Si eux, ils n'ont rien à proposer à la Côte d'Ivoire, ils n'ont rien de bon à nous dire, c'est pas la peine de venir déranger la quiétude des Ivoiriens. Franchement, parce que les Ivoiriens, nous, on veut changer de mentalité. Donc, si eux, là, ça ne les arrange pas, là, qu'ils veulent venir pour semer la zizanie, là, il faut qu'ils soient traités aussi de la manière dont ils se présentent à nous. C'est tout, quoi. Franchement. Maintenant, concernant le visa pour le Maroc, là, c'est une bonne idée. C'est très bien fait, ça peut mettre de l'ordre. Parce que dans toute chose, il faut mettre de l'ordre. Et quand on se dit la vérité, la vie là même là, l'ordre même de la vie là, Dieu même il établit son ordre aussi. Donc pourquoi on ne va pas suivre l'ordre? Parce que le Maroc aujourd'hui là, tout ce qui se passe au Maroc, on dit les Ivoiriens. Quand il y a un petit truc neuf quelque part, on dit ce sont les Ivoiriens. Mais il faut qu'on mette de l'ordre, que les gens comprennent que c'est pour mettre de l'ordre. Toi qui sais que toi tu es bien, tu es sur le bon chemin, tu prends ton visa tranquille, tu t'en vas. Voilà, donc c'est tout quoi l'éclaireur. Franchement, ça peut te dire aussi merci pour tout ce que tu fais, merci pour tous ceux qui continuent le combat, merci pour tous ceux qui sont dans le combat, parce que dans le combat là, on a les degrés. Il y a les gens qui sont à degré 100, d'autres sont à 80, d'autres sont à 90, d'autres sont à 20 même dedans. Donc voilà, on ne peut pas être les mêmes personnes quoi. Donc franchement, c'était ce que j'avais à dire. Allô? Oui, allô? Vraiment, merci beaucoup. Merci. Et vous m'avez entendu, hein? Oui, totalement, on vous a entendu. Et j'étais en train de vous dire vraiment merci de cette présence et merci des arguments que vous avez donnés. Et restons seulement cohérents et restons unis pour aller de façon résolue vers 2025. Effectivement, qu'on le veuille ou pas, l'opposition est en train désespérément de chercher comment se remettre en place et puis avoir une stratégie d'attaque. Mais malheureusement, comme eux-mêmes, ils ne sont pas structurés, ils n'ont pas d'arguments, ça les fatigue. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est la ténacité des militants et des personnes qui constituent le parti qui fera la différence. Et donc, restons sereins, continuons ce combat-là avec beaucoup de diligence, beaucoup d'abnégation, parce que c'est un combat qui vaut la peine d'être mené. Nous avons le bon général, nous avons le bon environnement. Et donc, qu'est-ce qu'il manque? C'est simplement que nous puissions être là pour mener le combat. Et comme disait Sun Tzu dans l'art de la guerre, quand tu sais que tu as une bataille à mener, il ne faut jamais hésiter. Il faut se lancer dans la bataille avec un seul objectif, gagner cette bataille-là. Et ce combat-là, nous ne partons pas à moitié là-dedans. Nous partons en plein là-dedans parce que nous avons les capacités de gagner et parce que nous avons les arguments pour gagner. Et l'ennemi recevra la confusion dans son côté. L'ennemi
sera mis à la vindicte populaire et sera vaincu dans tous les sens. Inch'Allah. Dans tous les sens. On va les diviser. On va les mettre en confusion totale pour qu'ils comprennent que la Côte d'Ivoire doit être un pays où ses filles et ses fils doivent pouvoir vivre dignement et en paix et que chacun doit être mesuré à la hauteur de ses qualités et du respect qu'on accorde aux lois et aux institutions. Et ça, c'est vraiment ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ça la marque même des plus grandes nations de ce monde-là. Et souhaitons et vivement que ces personnes-là comprennent cela. Mais malheureusement, ils sont allés tellement loin dans le mal qu'eux-mêmes, ils sont convaincus qu'ils ne peuvent plus changer. Wallahi. Et donc, on ne peut rien faire pour de telles personnes. Mais ce qu'ils vont nous apporter, on va leur donner une réplique qui leur sera fatale, mais qui restera monumentale. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille aussi. Merci à toi de même. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, éclaireur. Comment ça va? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Et de ton côté? Oui, ça va. Ok. Donc, on va te laisser la parole. On se maintient. Ok, Dieu merci. Ok. Merci à tout le monde. Merci beaucoup à tous les PV. Merci pour tout le travail. Merci à tous les intervenants. Et merci infiniment pour tout le beau travail que tu as eu effectué aujourd'hui sur l'AES. Et je te dis merci. Nous disons aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire est en paix. Le président Alassane Ouattara, il a voulu que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et depuis son arrivée au pouvoir, il n'a jamais dévié. Et il s'est inscrit dans cette logique de donner la paix à tous les Ivoiriens, de faire en sorte que tous les Ivoiriens, y compris tous ceux qui sont sur le sol ivoirien, puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. C'est la raison pour laquelle le président Alassane Ouattara n'a jamais lésiné sur les moyens pour offrir la sécurité aux Ivoiriens. Parce que, comme on le dit toujours, un pays dont la sécurité n'est pas de mise, et ce pays-là n'attire jamais les investisseurs. Les investisseurs affluent dans un pays et lorsque l'indice de sécurité est au beau fixe. Et si aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'investisseurs qui se bousculent à la porte de la Côte d'Ivoire, ça veut tout simplement dire que le président Alassane Ouattara a beaucoup travaillé dans ce sens et que l'indice de sécurité a amené aujourd'hui la Côte d'Ivoire à devenir encore un pays fréquentable lorsque feu le président Félix Houphouët-Boigny était en Côte d'Ivoire. Et c'est aussi ça la marque des grands présidents. Un grand président, un président, ce n'est pas celui qui s'assoit et qui parle sans joindre l'acte à la parole. Et le président Alassane Ouattara s'est démarqué du lot et il a su tirer son épingle du jeu et comme il avait promis aux Ivoiriens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, de 2011 à 2024, ce n'est pas un leurre, ce n'est pas du virtuel, ce n'est pas de l'amusement. Et tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est des choses qui sont vérifiables et c'est des choses qu'on peut toucher. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, le problème de l'Ivoirien, c'est que ils ont formaté l'esprit de l'Ivoirien de sorte que
quand tu mènes une action, tu poses une action, quand bien même que l'action soit une action générale qui va aider l'ensemble des populations, on nous dit comme ça qu'il ne tarde pas à politiser cette action-là. Aujourd'hui, ce qui tue, c'est que l'Ivoirien, son esprit a été instrumentalisé il y a bien des années. Mais pour travailler sur l'esprit, pour que ces jeunes-là comprennent qu'à la vérité, ils ont été manipulés, ils ont été endoctrinés, il a fallu un travail de fond. Mais ce travail de fond-là, aujourd'hui, est en train, comme on appelle, de payer. Et quand je le dis, il suffit seulement de parcourir le pays, de parcourir les réseaux sociaux, de parcourir, comme on appelle, toutes les plateformes sur lesquelles on a formaté leur esprit, et vous allez comprendre que réellement le travail qui a été entamé de laver l'esprit de ces jeunes-là est en train de porter ses fruits. Pourquoi moi je le dis? Nous avons été là, on a été dans des contrées avec le président Alassane Ouattara, où beaucoup de zones étaient vraiment hostiles au président. Il ne fallait même pas prononcer un tant soit peu le nom du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire que prononcer le nom Alassane, surtout Ouattara, dans certaines zones de la Côte d'Ivoire, c'était comme si tu venais d'assassiner quelqu'un et que tu venais de commettre un crime qu'il fallait donc être puni pour ce crime-là. Mais quand on écoute ces mêmes personnes aujourd'hui qui nous disent qu'on a été trompés, on nous a menti, on nous a dit Alassane Ouattara n'est pas ivoirien, Alassane Ouattara est un Burkinabé, Alassane Ouattara est un Moussi, et donc c'est comme ça nous l'avons traité au vu de ce qu'on nous a dit. Mais quand vous voyez ce genre de situation, à l'époque, on ne pouvait pas les accuser du fait qu'ils se mettent à dénigrer le président Alassane Ouattara. Mais comme on le dit, le temps est l'autre nom de Dieu et le temps aussi est le meilleur juge de l'homme. Et c'est à cette époque-là que nous sommes arrivés. Il y a des régions, je vais prendre surtout la région de l'Ouest. La région de l'Ouest. Et je vais dire le district même des montagnes et précisément la région du Guémon. Quand je dis la région du Guémon, parce que le district autonome des montagnes, je crois, englobe, je crois, 3 régions, le Tompi, le Guémon et le Cavali. Je vais parler des 2 régions, le Guémon et le Cavali. Dans le Tompi, les choses étaient beaucoup plus apaisées envers le président. Et puisque nous avons toujours fait un bon score dans le Tompi, à l'exception des 2 régions que moi je vous ai citées, le Cavali et le Tompi. Il faut savoir que, disons encore, le Guémon a pour capitale Bangolo. Et comment il s'appelle, le Cavali a pour capitale, je crois, Guiglo. Mais quand on rentrait dans ces 2 zones-là, dans ces 2 régions, mais je vous assure que il ne fallait pas prononcer, comme je le dis, le nom du président. Mais en même temps, ces zones-là étaient parmi les zones les plus en retard dans le développement à l'époque. Mais comme ils ont trouvé, comme on appelle, ces 2 régions-là, qu'ils pouvaient les manipuler à souhait, et donc ils sont allés asseoir leur base de la manipulation dans ces 2 régions. La conséquence est que on ne pouvait plus parler du RDR là-bas.
Et c'est le FPI qui régnait en maître dans ces zones-là, sans pouvoir, je dis bien sans pouvoir, apporter il ne serait-ce qu'un grain de développement dans cette zone. Mais quels sont ceux qui étaient au devant de cette manipulation? Eh bien, ce sont les mêmes cadres du FPI dont je vais citer Iber Oulaï et ses complices. La jeunesse a été beaucoup endoctrinée. Mais, comme on le dit, quand tu fais une action, il faut se mettre en tête que ce que tu es en train de faire là, si ce n'est pas sur le bon chemin, un jour ou l'autre, tu récolteras les fruits, tu récolteras les retombées. Mais moi, j'ai eu la chance de faire l'Ouest parce que j'ai fait une partie de mon parcours scolaire à Mans. Et j'ai visité beaucoup de coins. Et le président qui est devenu notre candidat, j'ai aussi eu encore la chance de faire quelques voyages avec la direction de la logistique et de la sécurité qu'on appelait la DCLS. Et cette région, je vous assure que le travail de titanique que nous avons eu à faire dans cette région, mais les gens se disaient que nous sommes en train de prêcher dans le désert et que cette région-là ne sera jamais, comme on appelle, acquis à la cause de notre mentor. Ça, c'était à l'époque où nous étions à l'opposition. Mais comme je l'ai dit, il y a certains villages, il y a certaines villes, et quand vous rentrez dans ces villes-là, vous avez l'impression que vous êtes dans des campements. C'est-à-dire qu'on ne parlait même pas de développement et que le développement était très loin. C'est-à-dire qu'ils étaient là-bas, mais ils regardaient le développement dans certaines villes. Mais comme je l'ai dit, quand on vous a endoctriné, quand on vous a ça fait que ce qu'ils sont en train de dire, vous avez l'impression que c'est la vérité. Alors qu'il ne faut que vous manipuler rien que pour préserver leur intérêt auprès de leur chef. Et c'est comme ça, les cadres de l'Ouest ont tué le développement à l'Ouest. Moi, je le dis, les cadres de l'Ouest, à l'époque, le PPACI, le FPI devient PPACI, a tué le développement à Diblo, a tué le développement à Banglo, a tué le développement à Toulepleu, a tué le développement, en tout cas dans toutes les villes qui sont là-bas. Pour vous prendre un exemple, regardez, comment on appelle, Denis Cazion, qui est le maire de Toulepleu, qui est un cadre du PDCI. Mais allez-y voir Toulepleu. Ce n'est pas un maire RADP qui est là-bas. Mais Toulepleu avait des cadres qui étaient au FPI. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu apporter à la vie de Toulepleu? Ils n'ont rien pu apporter à la vie de Toulepleu. Denis Cazion, qui est PDCI, qui passe tout son temps à vilipender le pouvoir, à dire et du n'importe quoi du pouvoir. Je dis, un simple abattoir de Toulepleu, Denis Cazion est incapable de réhabiliter l'abattoir. Vous rentrez à Toulepleu, vous vous posez la question, est-ce qu'il y a un maire à Toulepleu? Mais tout ça là, c'est dû à la manipulation de ces cadres-là. Mais à la vérité, les cadres de l'Ouest, à l'époque-là, même ceux qui sont à l'opposition, ils ne sont pas venus
pour travailler, pour les administrer. Ils sont plutôt là pour, comme on appelle, pour faire la politique du ventre, remplir leurs poches et puis partir. Mais quand on leur parle, ils pensent que nous sommes dans l'amusement. Mais tout ce que le président Alassane Ouattara a promis à l'Ouest, moi je suis à l'aise aujourd'hui pour parler parce que moi j'ai vu l'état de délabrement très avancé dans lequel l'Ouest était. Mais quand j'arrive là-bas aujourd'hui, moi je me dis que le président, il a tenu ses promesses. Parce que quand il est parti, les villages où il n'y avait pas de l'électricité, où il y avait un besoin dans un certain nombre d'infrastructures, et le président a dit, quand il allait arriver au pouvoir, il allait, comme on appelle, tenir sa promesse. Mais je crois qu'il a tenu sa promesse et il a fait tout ce qu'il pouvait faire à l'Ouest. Mais comme je le dis, même dans le développement, le PDCI et le PPACI, ils politisent tout. Mais quand vous politisez tout, ça voudrait donc dire, moi je politise ça parce que moi j'ai le moins de ma politique. Mais quand tu politises et que tu manipules les gens, et puis tu sais que tu n'as pas les moyens, mais à qui tu fais du tort? Toi-même, tu es en train de faire le tort à ta propre population. Aujourd'hui, la population de tout le plus grogne. Ils appellent le président, et comme on appelle au secours. Mais le président a fait ce qu'il pouvait. Quand vous prenez Guiglo, mais il faut féliciter Anne Désiré Ouloto. À l'époque, il se battait corps et âme pour convaincre ses parents de ce que le monsieur que moi j'ai suivi depuis 2000, depuis des années, le monsieur-là est le meilleur candidat. C'est ce monsieur-là, du nom d'Alassane Ouattara, qui viendra changer comment on appelle, les conditions de vie des populations de Guiglo. Parce qu'elle est la présidente du conseil régional de Guiglo. Elle a fait mains et pieds pour convaincre ses parents d'adhérer au RDR, ensuite au RIDP. Et ceux qui ont vite compris ont suivi le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, vous rentrez à Guiglo, mais vous avez l'impression de vous trouver dans une grande ville parce que Anne Ouloto, elle a donné à ses parents. Ses parents l'ont écouté et ses parents l'ont suivi aujourd'hui. Elle est en train de leur retourner de l'ascenseur. Et c'est ce qu'on appelle un cadre qui est soucieux du développement de sa localité. On ne devient pas un cadre si on n'a pas des ambitions, si on n'a pas de projets pour ses administrés. Quand on a des projets et qu'on cherche à mettre ces projets-là en exécution, vous devenez un cadre, un bon cadre. Et moi, je l'ai toujours dit, un élu, quand on parle d'un vrai élu, ce n'est pas celui qui a été élu pour une première fois et que les élections prochaines là, il n'a pas pu se faire élire. Moi, je n'appelle pas ça un élu. Un élu là, c'est celui qui se fait, comme on appelle, élire la première fois, ensuite la deuxième fois, ensuite une troisième fois. C'est ça qu'on appelle un vrai élu. Mais si tu as vu que la première élection, tu as gagné, la deuxième élection qui arrive et que la population ne t'a pas voté, ça veut dire que tu n'as pas gagné satisfaction et tu n'as pas été à la hauteur de la mission que la population t'a confiée. Et donc, quand c'est comme ça, toi-même, le cadre, tu deviens un cadre très ridicule. Et donc, Anne Désiré Ouloto aujourd'hui, moi je le dis à qui veut l'entendre. Pour nous, c'est une fierté pour nous au RADP. Parce qu'elle a beaucoup travaillé. Beaucoup de populations que vous voyez là-bas, des personnes aujourd'hui qui ont adopté la politique du président, c'est dû en partie au dynamisme de cette dame-là, au dynamisme de Anne Ouloto et à la conviction que Anne Ouloto avait pour le président Alassane Ouattara. Et moi, je le dis, il faut que nos cadres qui sont autour du président travaillent d'arrache-pied, qu'ils aillent vers les populations, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire afin de nous faciliter le combat en 2025. Parce que ça aussi, ça va peser dans la balance. Toi, le cadre du RADP,
qui est à côté du président Alassane Ouattara, qui a dit que tu vas être à l'image du président Alassane Ouattara. Et le président lui-même ne cesse de dire aux cadres, soyez aux côtés de vos populations. Quand le président le dit, il ne le dit pas parce qu'il a envie de le dire. Il le dit en connaissance de cause. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que vous allez aller après solliciter encore les voix de ces personnes-là que lorsqu'ils ont fini de vous élire pour la première fois, vous les avez abandonnés. En même temps que vous aurez comme on appelle, solliciter leur voix pour vos élections, mais mettez en tête que vous partez aussi en même temps solliciter les voix pour qu'ils essaient de voter encore pour le président Alassane Ouattara. Mais quand vous ne faites pas votre travail, mais vous pouvez aller solliciter encore leur voix. C'est dans ce sens que Anne Désiré Ouloto a toujours travaillé. Aujourd'hui, moi je vous le dis honnêtement, elle fait la fierté de sa région. Regardez le PPACI. Le PPACI, à l'époque, qui était tout feu, tout flamme, aujourd'hui, la seule femme, elle a mis KO, je dis bien la machine du PPACI à l'ouest, surtout dans le Cavalier. Parce qu'elle est le président du conseil régional du Cavalier. C'est-à-dire qu'elle tous les pleux, Taï, Guiglo, jusqu'à aller sortir à la frontière, c'est elle qui gouverne tout. C'est-à-dire que sa politique qu'elle a mis en place là, qu'elle a appliqué ce que le président Alassane Ouattara a dit, et puis elle a suivi, elle a tué le PPACI là-bas. Ceux qui sont là-bas aujourd'hui en train de parler, ils savent. Et un jeune me faisait une confidence aujourd'hui qui me disait que lui, il a été opposé au président. Il a été opposé au président du fait qu'on leur a mis beaucoup de choses dans l'esprit. Mais quand le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, en 2010, lui n'a pas voté le président Alassane Ouattara. En 2015, lui n'a pas voté le président Alassane Ouattara. En 2020, c'est là, c'est comme si quelqu'un lui avait mis attaché son visage, lui ne voyait pas, et c'est en 2020 que lui s'est réveillé de son sommeil, et c'est en 2020 que lui a voté le président Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, quand lui va à Guiglo, lui, il s'est dit que Laurent Gbagbo était une erreur pour la Côte d'Ivoire. Et tous les cadres de l'Ouest qui ont été à la base de cette manipulation, en tout cas, lui, il les maudit tous les jours. Lui-même, son propre village n'avait ni l'eau potable, ni l'électricité. Mais c'est sous ce pouvoir-là que lui, son village a eu tout ça là. Aujourd'hui, même son village a été érigé en sous-préfecture et le sous-préfet là, et tout est dans son village. Mais lui devient quoi si lui ne soutient pas le président? Si lui n'a pas soutenu le président, et Dieu même va le foudroyer. Mais comme lui n'aime pas la malédiction, lui préfère suivre le président et lui dit merci beaucoup à Anne Désiré Ouloto qui est aujourd'hui au quotidien avec la jeunesse, qui essaie de mobiliser, de galvaniser et de dire à cette jeunesse-là, ne donnez pas votre vie à celui qui a tué votre vie avant. Le peu de vie qui vous reste, le président Alassane Ouattara est en train de vous redonner espoir. Et c'est dans cet espoir-là que ces jeunes-là aujourd'hui ont pris confiance et ont vu réellement qu'on peut être président, non pas sur le nom, mais par les actions qu'on pose. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a relevé l'image de l'Ouest, en l'occurrence aux gens, pour dire au cas du RADP, vous qui refusez d'aller dans vos localités, je parle au cas du RADP, allez-y dans vos localités. Nous sommes en train de prendre conseil. Si vous restez ici à Abidjan, vous allez nous créer des problèmes sur le terrain. Et moi, je profite de cette antenne-là pour dire merci beaucoup au cadre de Kourou. Parce que moi, je viens de Kourou. Moi, quand moi je le dis, peut-être d'aucuns diront que non, mais c'est la réalité. Nos cadres de promotion au quotidien qui ont
Donc, il va mener des actes sur le terrain. Mais quand c'est comme ça, vous voyez que c'est une bonne action et ça va nous profiter en 2025. On peut le dire que l'opposition est une opposition qui n'est pas crédible. Le roi, on a des difficultés à vous entendre. On a des difficultés à vous entendre. Mais c'est bon? Oui, oui, essayez de bouger, sinon on a des difficultés à vous entendre. La voix est très lourde. Mais c'est bon maintenant? Oui, oui. Voilà. Ok. Donc, on peut dire que l'opposition n'est pas, comment on appelle, n'est pas crédible. On peut le dire, c'est vrai. Mais quand on dit que l'opposition n'est pas crédible, mais est-ce à dire que nous devons dormir sur nos lauriers? Non. Nous, on doit profiter du fait que l'opposition n'est pas crédible et puis creuser l'écart. Mais si vous restez à Abidjan et que vous ne partez pas, vous allez voir qu'à un moment donné, ça va nous causer des problèmes. Mais, comme moi je l'ai dit, les élections sont encore un peu derrière, mais c'est le moment de travailler de sorte que nous puissions après gagner ces élections-là au premier tour. Ce qui va faciliter la tâche, c'est que les militants que vous voyez, moi je l'ai toujours dit, le militant n'est pas gourmand. Le militant n'est pas gourmand. Le militant a juste besoin de la considération. Le militant a juste besoin de comment on appelle, de quelqu'un qui est toujours au quotidien avec eux. Quand vous prenez, par exemple, les élus et cadres qui n'arrivent même pas à se faire réélire encore, mais c'est dû à quoi? C'est parce qu'après les élections, vous avez créé le fossé entre vous et ceux qui vous ont donné leur confiance. Et donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, au retard même du grand boulot que le président Alassane Ouattara a abattu pour la Côte d'Ivoire, si on veut réellement que le président Alassane Ouattara continue de nous émerveiller, continue de faire ce qu'il est en train de faire, il nous appartient, et je dis bien, et tous les cadres militants, soyons mobilisés. Soyons mobilisés pour aider le président Alassane Ouattara. Il a fait tout ce qu'il peut faire. Même aujourd'hui, le président peut décider d'arrêter. Il peut décider d'arrêter et personne ne va crier, dire au président pourquoi tu as arrêté. Moi, je le dis honnêtement, il a tout donné pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas assez de présidents dans ce monde-là qui peuvent faire le travail du président en si peu de temps ce qu'il a donné à la Côte d'Ivoire. Je mets quiconque au défi. Je dis bien dans le monde entier, je n'ai pas dit l'Afrique seulement. Parce que quand on connaît, j'ai vu un intervenant qui disait ici que lorsque lui est arrivé ici en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était défigurée. Et oui, la Côte d'Ivoire était défigurée. Et je vous ai même dit ici qu'à l'époque, quand vous rentrez dans certains bâtiments au plateau, mais les gens, ils ont tiré les fils de courant pour sortir des murs. J'avais pratiquement rien. Mais regardez, il a pris combien de temps pour mettre la Côte d'Ivoire à ce niveau. Mais il ne serait que par ça, le président Alassane Ouattara peut partir tranquillement. Et personne ne va dire qu'il n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Et sauf par mauvaise foi. Et comme je l'ai dit, le président, il va nous dire s'il va continuer ou pas. Mais nous, notre souhait, c'est que le président Alassane Ouattara continue. Il a donné, nous on reconnaît ça. À un moment donné, quand tu travailles, il faut que tu partes te reposer. Mais la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a ses réalités. Il y a beaucoup de défis à relever. Surtout, le grand défi aujourd'hui, c'est le défi sécuritaire. Je le dis, c'est le défi sécuritaire. Parce que regardez autour de nous. Le Burkina n'est pas en paix. Le Mali non plus. Voilà la Guinée et voilà un peu les pays qui sont autour de nous. Et quand ces pays-là n'ont pas la paix, et puis aujourd'hui, on sait très bien l'intention de ces pays-là envers la Côte d'Ivoire, nous avons besoin de quelqu'un vraiment qui peut garantir cette sécurité-là, mais il n'y a personne que le président Alassane Ouattara, à l'heure actuelle où moi je vous parle. Nous avons des candidats, le président lui sait comment il gère ces choses-là. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il n'y a personne pour le moment pour nous garantir cette paix-là. Et quand vous voyez les gens qui parlent de, comment on appelle, de l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire,
Mais ce n'est pas fortuit. C'est parce que le président a fait de ça, en tout cas, son plus grand boulot. Et nous, on lui dit merci pour ça. Mais les cadres, aidez le président. Aidez le président. C'est vrai, vous êtes autour de lui, vous faites beaucoup. Vous faites beaucoup, mais n'empêche que par moment, quand ça ne va pas, nous puissions descendre dans l'arène pour vous dire la vérité, pour vous dire ce que vous êtes en train de faire. Si vous continuez dans ça, vous risquez de nous créer des problèmes alors qu'on a toujours besoin de vous. Et moi, je le dis honnêtement, il faut que ça soit comme ça. Maintenant, éclaireur, Abiba Touré, qui disait comme ça que plus rien ne sera comme avant. Abiba Touré de PPACI, celle qui s'assoit en France pour parler, qui n'est pas au courant des réalités de la Côte d'Ivoire, qui disent qu'ils vont animer, comme on appelle, une tribune, où ils vont venir démontrer par A plus B aux Ivoiriens que le pouvoir du RDP a échoué dans la mise en œuvre de sa politique de gouvernance. Eh bien, je suis d'accord avec elle. Et c'est même une très bonne chose. Et vraiment, nous les encourageons à animer cette tribune-là pour qu'on tire tout au clair dans ce pays-là. Et on va voir dans ce pays quels sont ceux dont la gouvernance a profité aux Ivoiriens et quels sont ceux dont la gouvernance n'a pas profité aux Ivoiriens et dont aussi la gouvernance a profité seulement qu'à un seul camp. On verra ça. Et nous attendons cette tribune-là pour dire certaines choses. Et elle nous parle des logements sociaux. Mais si on parle des logements, mais je crois qu'aujourd'hui, ils sont très mal placés pour nous parler de ce problème-là. Le président Alassane Ouattara, il a fait sa politique des logements sociaux, mais beaucoup aujourd'hui sont propriétaires de maisons. Et quand on les dit, à un moment donné, il y a eu des choses. Mais vous avez vu, l'État a repris. Et aujourd'hui, les logements qui sont en train d'être construits partout dans les villes, vous allez voir que ça sera un succès total. Mais quant au RPI, PPACI, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé? Ce n'est pas le même Laurent Gbagbo qui disait que dès que lui est élu président, dans les 6 mois à venir, il va construire la première université. Les vidéos sont là. Est-ce que Abiba Touré est informée de ça? Est-ce qu'elle est au courant de ça? Est-ce qu'elle sait ça? Et donc, la VAR est là pour nous aider, en tout cas, à les contrer. Mais quand il est arrivé au pouvoir, est-ce qu'il a pu poser une brique? Il ne l'a jamais fait. Il avait promis des emplois à la jeunesse. Quand il est arrivé, est-ce qu'il a pu, trouver, il ne serait que des emplois, comme on appelle, à la jeunesse? Les emplois qu'il a pu trouver à la jeunesse, c'était de les instrumentaliser dans les agoras. C'était de les maintenir dans les agoras et leur donner les 200 000, les 300 000. En retour, et ces jeunes-là devraient défendre lui son pouvoir. Parce que comme il sait que lui n'est pas arrivé à la tête de ce pays-là avec un programme de gouvernement bien chiffré et qu'il arrivait par erreur et par la volonté du Parti socialiste qui dirigeait la France à l'époque. Il n'avait pas de programme. Donc lui, sa seule, en tout cas, survie pour qu'il reste au pouvoir, c'était d'instrumentaliser cette jeunesse-là dans les agoras. C'est ce qu'ils ont pu faire pour la jeunesse. C'est ce qu'ils ont pu faire. Mais aujourd'hui, quand ils disent qu'ils vont attaquer la politique de l'emploi, mais du président Alassane Ouattara, mais moi j'ai envie de dire que la honte n'existe pas au PPACI. La honte n'existe pas au PPACI. Regardez le nombre de jeunes aujourd'hui qui sont fiers de taper la poitrine parce que le président Alassane Ouattara, avec sa politique de l'emploi, est chapeauté par le ministre Touré Mamadou, l'agence emploi jeune, beaucoup de jeunes aujourd'hui se prennent en charge. Mais au-delà de ça, regardez les jeunes que Laurent Gbagbo avait endoctrinés qui se sont retrouvés dans la rue. Pourquoi on parle aujourd'hui de l'école de la deuxième chance? Les jeunes que Laurent Gbagbo a détruit, a réussi à détruire leur avenir, ce sont ces jeunes-là qui se sont retrouvés dans les rues en train de piquer les gens, en train de, de mendier. Et ce sont ces jeunes-là que le gouvernement du président Alassane Ouattara est allé rechercher et maintenant on leur redonne
une deuxième chance de l'école. Aujourd'hui, beaucoup ont appris dans ces centres-là, aujourd'hui, qui sont à l'aide. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Ils n'ont rien apporté. Ils ont instrumentalisé, comme je l'ai dit, la jeunesse. Mais le président Alassane Ouattara a dit non. L'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Et une jeunesse qui n'est pas formée est un danger, non seulement pour elle-même, mais un danger pour l'ensemble de la population, par ricochet pour le pays. Il a mis cette politique-là. Aujourd'hui, moi, je le dis honnêtement, il n'y a pas un pouvoir, je dis bien un pouvoir, qui va nous parler de la politique de l'emploi que le président Alassane Ouattara a échoué. Et moi, je dis, ils n'ont pas de honte. Le PDC ne peut pas nous dire le contraire. Le FP ne peut pas nous dire le contraire. Devenir PPAC ne peut pas nous dire le contraire. Parce que nous, on était dans ce pays. On a vu des choses ici. Mais aujourd'hui, la situation est beaucoup plus reluisante que nous avons vu avec ces vauriens-là. Pourquoi aujourd'hui ils courent pour venir au pouvoir? C'est pour venir nous servir les mêmes choses. Ils n'ont pas de projet de société pour les Ivoiriens. Ils n'ont pas, que ce soit pour la femme, que ce soit pour la jeunesse, que ce soit dans le secteur de la santé, ils n'ont pas de programme de société. Mais c'est combien de fois nous on va dire ça aux gens? Combien de fois on va dire ça aux gens? Et moi je crois que le temps là est l'autre nom de Dieu. Le temps vraiment a mis à nu ce PPACI. Dites-moi un instant, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est quel cadre du PPACI qui est allé dans un comment on appelle, meeting et qui a dit aux gens, voilà ce que nous vous proposons. Qu'est-ce qu'ils disent? Et c'est le même refrain que Laurent Gbagbo a utilisé pour arriver au pouvoir. Votez-moi et après on va voir. Et c'est ce qu'ils disent. Mais est-ce qu'on peut aller solliciter les voix de ses compatriotes et puis, comme on appelle, ça leur proposer concrètement ce qu'on veut vous faire? Non, ce n'est pas ça. Quand le président Alassane Ouattara partait à l'encontre de la population, il partait avec un programme bien chiffré. Et quand il était en train de dérouler son programme, mais les gens pensaient que c'était impossible. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui veut travailler pour ses concitoyens. Mais comme on appelle ce gang de politiciens qui pensent que nous sommes encore dans les années 1960 où la politique là est de parler sans rien faire. Aujourd'hui, les populations ont, comme on appelle, une autre conception de la politique. Et bien entendu, cette conception-là, nouvelle conception-là, mais c'est le président Alassane Ouattara qui nous l'a inculqué. C'est lui qui a dit non. Ce n'est pas ça. La politique là, c'est la gestion de la cité. C'est la gestion de la cité, mais une cité n'est pas seulement qu'une cité, mais une cité englobe, comme on appelle, ceux qui font la cité. Et donc, quand on met tout ça ensemble, en un mot, c'est dire que quand on vient en politique, on vient pour travailler pour ses concitoyens et non de venir remplir ses poches. Non? Et c'est ça. Aujourd'hui, moi je le dis, hein, nous on n'est pas quelque part et puis on parle. On n'est pas quelque part et puis on parle. Nous on est ici en Côte d'Ivoire et puis on parle. Nous, on est ici en Côte d'Ivoire et puis on parle. Donc, nous, on est bien placés pour vous dire certaines choses. Mais ce qui me rassure, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes sont conscients de leur avenir. Ils ont compris que leur avenir a été vraiment hypothéqué par ces personnes-là. Aujourd'hui, ils voient, comme on appelle, au président Alassane Ouattara, comme on appelle, un espoir qui était presque perdu. Et c'est ça. Mais regardez le prix national, comme on appelle, de l'excellence que le président Alassane Ouattara a initié. Mais vous pensez que ça a été fait fortune? Mais c'est fait pour encourager les jeunes entrepreneurs. Parce que sont aussi les jeunes entrepreneurs, la politique là est prise en compte par le président Alassane Ouattara. Et donc quand on voit tout ça là, mais qu'est-ce qu'on voyait avec ceux-là? Mais quand tu partais au palais présidentiel, mais tu partais manger sauce doublée là-bas, tu partais manger sauce graine là-bas, c'est ce qu'on faisait au palais présidentiel. Mais chez nous, quand tu vas comme on appelle, au palais présidentiel, c'est que c'est pour aller recevoir un prix pour le service rendu à la nation. Parce que quand un jeune entrepreneur crée une entreprise, il embauche des jeunes Ivoiriens qui travaillent. Et c'est à la suite de ça que ces jeunes-là, par leur innovation, sont récompensés par l'État de Côte d'Ivoire.
Et le président Alassane Ouattara ne s'est pas arrêté là. Il a dit qu'il faut prendre en compte nos jeunes entrepreneurs qui sont dans la diaspora. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. De savoir que ce n'est pas parce que vous êtes dans la diaspora que l'État vous est obligé. Vous êtes des enfants de la Côte d'Ivoire. Et quand c'est comme ça, c'est l'image du pays qui est lavée. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qui sera au-dessus, en tout cas, partout. Et ça, moi, je le dis, gouverner un pays, ce n'est pas donner à n'importe qui. Quand le pouvoir te surprend, tu ne peux rien faire. Comme le cas de Laurent Gbagbo. Mais regardez, qui peut dire aujourd'hui que le président Alassane Ouattara est arrivé par hasard au pouvoir? Personne ne peut le dire. Quand on regarde un peu ce qu'il a fait, personne ne peut dire que le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir par hasard. Et il le savait très bien qu'un jour, pour l'autre là, lui, il allait arriver au pouvoir. Et quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas déçu les Ivoiriens. Il a travaillé pour dire aux Ivoiriens, moi, je ne vous donnerai pas d'excuses. C'est vrai, j'ai pris 1 an, mais je ne vais jamais vous donner d'excuses. Si je vous donne une excuse du fait que j'ai été élu par le peuple de Côte d'Ivoire, mais Laurent Gbagbo a refusé de citer le pouvoir, raison pour laquelle je n'ai pas pu mettre en œuvre, comme on appelle, telle ou telle politique. Il a dit non, je ne vais pas vous décevoir. Je ne vais pas vous décevoir. Vous m'avez élu, vous m'avez donné votre confiance, mais moi je vais travailler pour vous montrer que les 1 an que moi j'ai perdu, je peux les rattraper. Et la rattraper, c'est 1 an. Mais contrairement à des gens qui ont pris la rébellion comme pour alibi et qui ont servi leur poche et qui n'ont rien fait, mais nous, on va leur dire que la rébellion fait partie de leur bilan parce qu'ils ont été incapables de protéger le peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont été incapables de sécuriser nos frontières jusqu'à ce qu'une rébellion vienne les trouver à Abidjan. Donc, le bilan de Laurent Gbagbo, la rébellion fait partie du bilan de Laurent Gbagbo. N'en déplaise à qui, en tout cas, c'est comme ça. S'il avait tenu sa promesse de protéger le peuple de Côte d'Ivoire, on n'en serait pas là. Mais comme lui-même, là, il ne voulait pas travailler, il a juste vu, comme on appelle la rébellion, comme une aubaine. Et ça l'a soulagé et il est resté en train de festoyer à la rue de Pic, en train de s'amuser avec les petites filles, en train de payer les rafcats, en train de danser. Et c'est comme ça la Côte d'Ivoire est tombée aussi bas. C'est comme ça la Côte d'Ivoire est tombée aussi bas. Mais les mêmes veulent revenir nous servir la politique de la musaille. Ça, c'est terminé. Plus jamais Laurent Gbagbo au pouvoir. Donc je peux rassurer les Ivoiriens. Même les menaces que les rois Justin sont en train de faire, ces menaces-là ne nous feront rien. Moi je le dis, ces menaces ne nous feront rien. Ils n'ont pas dit que si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il n'y aura pas d'élection. Et là, nous allons leur montrer que la Côte d'Ivoire n'est pas taillée à leur mesure. La Côte d'Ivoire n'est pas leur chasse gardée. Et qu'ils sont des faire-valoir, comme on appelle ici en Côte d'Ivoire. Et nous, on va leur montrer qu'ils sont petits dans cette affaire-là. Vous étiez au pouvoir. Avec tous les leviers du pouvoir éclairé, ils ont été là. Mais ils ont été chicotés avec tous les leviers de l'État. Et moi, je le dis, la violence là, vous n'avez pas la monopole de la violence. Nous, on a suivi notre président et nous, on a laissé la violence. Sinon, on se connaît dans ce pays. On se connaît bien dans ce pays. Et donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Et moi, je dis simplement aux gens de rester tranquilles. Le général Chérif Ousmane, il se porte à merveille. Il se porte très, très bien. Il a eu à faire le sport hier avec ses éléments. Il se porte très bien. Sa santé n'a pas de problème. Le président Alassane Ouattara, lui, il se porte très bien. Et le gouvernement, je crois, est déjà parti en vacances. Et donc, du coup, les choses sont un peu, comment on appelle, en stand-by. Mais nous travaillons. Il faut que ça continue. Et le e-militant continue. Et très bientôt, nous serons dans la phase de la révision de la liste électorale. Chaque militant doit se préparer. Et moi, je donne carton vert à la coordination régionale d'Abobo, qui fait un excellent travail sur le terrain, avec à sa tête la coordinatrice principale, son excellent Kandia Kamara, qui est la présidente du Sénat. Et franchement, éclairant, nous, on a beaucoup parlé d'elle ici.
Mais moi, je suis là sur le terrain. Moi, je vais vous dire que j'ai vu beaucoup d'améliorations et bravo à elle. Et c'est ce que nous demandons à tous les cadres. Il ne se passe pas de jour sans qu'elle ne soit à Abobo. Il arrive par moment qu'elle quitte même à l'aéroport, direction Abobo. Et c'est ce que nous demandons à tous les cadres d'être aux côtés, d'être vraiment, comment on appelle, aux côtés des militants. Et ça soulage. Merci beaucoup à chacun et bonne soirée. Merci. Vous ne quittez pas le roi. Je vais profiter pour dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, à toutes les personnes qui nous ont suivis jusqu'à cette heure tardive. Merci de votre fidélité, merci du respect que vous nous accordez. C'est la fin du voyage intellectuel de ce jour. Le roi va vous permettre de nous faire la conclusion et se dire au revoir, et demain sera un autre jour. Merci à chacun et à chacune. Ok, merci. Je dis merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont restés ici jusqu'à cette heure-là. On vous dit merci. Et comme je l'ai dit, prions beaucoup pour le président Hassan Ouattara. Voilà, pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, on ne peut jamais trouver les mots justes pour lui dire merci. Et tout ce que nous demandons, c'est que la paix règne sur la Côte d'Ivoire et que Dieu foudroie les ennemis du pays pour que nous ayons la paix. Donc, bonne soirée à chacun et puis bon. Demain est un autre jour. Merci. Merci infiniment et excellente soirée à chacun.